citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Étoiles, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale toutes les semaines. On le répète souvent sur la chaîne, il faut parfois des années avant de faire une découverte dans les données récoltées par une sonde. Et on va encore en voir un exemple aujourd'hui avec Cassini et Titan. La sonde de la NASA a terminé sa mission en septembre 2017. Elle est alors allée se consumer dans l'atmosphère de Saturne. Une des missions de cette sonde était l'étude de la lune Titan. Titan est un monde très particulier dans le système solaire. Il s'agit du seul autre corps que la Terre à posséder un cycle liquide à sa surface. La Lune accueille ses pluies, ses lacs et ses mers. Sauf que sur Titan, on ne parle pas d'eau, mais d'hydrocarbures, du méthane et de l'éthane principalement. La Lune possède une atmosphère épaisse mais des températures très basses, ce qui en fait un des endroits les plus fascinants qu'on connaisse. Au cours de ces 13 années dans le système saturnien, Cassini a pu mettre en évidence plusieurs de ces lacs d'hydrocarbures. Mais en juin 2016, la sonde américaine a fait une observation encore plus étonnante. Sur Titan, l'hémisphère nord est plus riche en méthane que l'hémisphère sud. On s'attend donc naturellement à voir un cycle du méthane liquide plus important, au moins pendant l'été. Cassini est arrivé sur place en plein hiver dans l'hémisphère nord et en plein été dans l'hémisphère sud. Dans ce dernier, la sonde a pu observer des nuages d'hydrocarbures et recueillir des indices du passage de pluie. Des paysages à la morphologie transformée après le passage de gros nuages. On attendait donc avec impatience l'arrivée de l'été dans l'hémisphère nord, ce qui s'est produit autour de 2016. Mais jusqu'à présent, cette attente avait plutôt été accompagnée de déception. L'étude qui nous intéresse aujourd'hui revient sur des clichés pris mi-2016 par Cassini. Dans cette image en gros plan du pôle nord de la Lune, vous pouvez voir des taches oranges et violettes. Les taches violettes représentent des nuages, mais ce sont les taches oranges qui nous intéressent. Elles sont en effet éphémères. Elles n'étaient pas là quelques semaines plus tôt et ont disparu quelques semaines plus tard. L'équipe qui a publié l'étude pense qu'il s'agit d'un effet de réflexion dû à des précipitations. L'effet serait à comparer à celui du bitume qui peut devenir brillant après des pluies. Si cette découverte est confirmée, il s'agirait de la première preuve de précipitation d'hydrocarbures dans l'hémisphère nord de la Lune. Cela donne encore plus d'intérêt à une région déjà passionnante. Le pôle nord de Titan accueille des mers d'hydrocarbures de taille similaire au Grand Lac américain, ce qui rend la Lune à la fois très familière et complètement étrangère. Peut-être que cette découverte pèsera dans le choix de la prochaine mission du programme New Frontier de la NASA. L'agence spatiale américaine doit décider dans quelques mois si elle décide d'envoyer un drone sur Titan ou si elle préfère concentrer ses efforts sur un retour d'échantillons de la comète 67P. Si la mission vers Titan est sélectionnée, ce sera l'occasion d'une exploration approfondie de la Lune de Saturne. Le drone en question, dénommé Dragonfly, pourra se déplacer pendant plusieurs années terrestres à la surface et dans l'atmosphère de Titan, grâce à sa source d'énergie nucléaire. L'occasion d'étudier la chimie organique et d'évaluer le potentiel d'habitabilité de la Lune. Rendez-vous en juillet pour connaître la décision finale de la NASA. En cas de sélection, il faudra encore attendre 2024 ou 2025 pour le lancement, puis encore quelques années supplémentaires de voyage. En attendant, il faudra se contenter des images et des données de Cassini et de Huygens. Pour la suite des actualités, on va partir du côté de la Lune. On vous l'avait dit dans notre dossier spécial 2019, on va beaucoup parler de notre satellite cette année. Parmi les différentes missions organisées entre les agences spatiales chinoises, indiennes et peut-être américaines, il y a un projet qui sort clairement du lot. SpaceIL est une organisation à but non lucratif israélienne qui a concouru au Google Lunar X Prize. Et malgré une couverture médiatique relativement discrète, SpaceIL a bien l'intention de s'élancer vers la Lune le mois prochain. Leur vaisseau appelé Bereshit vient d'être envoyé vers Cap Canaveral en vue de son intégration sous la coiffe d'une Falcon 9. Bien que le lancement soit prévu pour février, le voyage sera long puisque Bereshit devrait atterrir sur la Lune en avril.
Cela marquera la première mission lunaire israélienne et la première fois qu'une Falcon 9 lancera une charge utile à destination d'un autre corps du système solaire. Une fois sur place, l'atterrisseur devrait suivre un programme assez similaire à celui qui avait été fixé par le Google Lunar X-Prize. C'est-à-dire qu'il tentera de faire un bond à l'aide de ses propulseurs et qu'il transmettra photos et vidéos en HD. Complètement dénué de système de contrôle thermique, Bereshit ne survivra probablement pas plus de quelques jours. Deux charges utiles scientifiques ont tout de même trouvé une place sur la mission. Un magnétomètre développé par une université israélienne et un dispositif rétro-réfléchissant conçu par la NASA. Bien que la mission soit largement supportée par l'agence spatiale israélienne, il est intéressant de noter que c'est une organisation à but non lucratif qui s'élance vers la Lune avant toutes les organisations privées. Moon Express et iSpace devraient suivre rapidement en 2020 et 2021. Toujours du côté de la Lune, Chang'e 4 continue à dérouler son programme scientifique. La semaine passée, c'est l'expérience de biosphère de la sonde qui a pris fin. Elle avait commencé quelques heures après l'atterrissage, dans un petit conteneur métallique de 2,6 kg. À l'intérieur, 6 espèces vivantes ont fait de leur mieux pour survivre dans ce milieu inconnu. Graines de patates, œufs de mouche et autres levures ne pourront par contre pas survivre à la nuit lunaire qui a démarré le 13 janvier. Sans chauffage et protection thermique, ces explorateurs terrestres se retrouvent confrontés à des températures descendant jusqu'à moins 180 degrés Celsius. En tout, l'expérience a pu être suivie pendant 212 heures. Elle a été comparée à un dispositif similaire sur Terre. Sans surprise, les espèces restées sur Terre se sont bien mieux débrouillées que leurs homologues envoyés dans le cratère de Von Karman. Avant que la nuit lunaire mette fin à l'expérience, les chercheurs ont tout de même pu observer l'éclosion des graines de coton, ce qui signe la première fois qu'une plante pousse sur un autre monde. Les espèces ont été choisies en raison de leur potentiel pour supporter une présence humaine. Les pommes de terre représentent une source de nourriture riche et facile à produire. La levure peut aider à la régulation des niveaux de dioxyde de carbone, et les mouches reprenaient le rôle des humains dans ce mini-écosystème. Voilà encore une expérience qui vient témoigner des rudes conditions qui règnent sur notre satellite. Pour espérer un jour pouvoir nous en accommoder, il faut continuer l'exploration et les essais de ce genre. Chang'e 4 de son côté va continuer à dérouler sa mission, et on ne va pas se priver de la suivre. Dans toute cette frénésie lunaire, il semblerait que l'Europe ne va pas être laissée sur le carreau. Hier, Ariane Group annonçait en partenariat avec l'ESA plancher sur une mission lunaire pour 2025. Il s'agirait d'une mission robotisée axée sur l'utilisation des ressources locales. Le régolithe lunaire semble en particulier intéresser Ariane Group, puisqu'il est possible d'en extraire de l'eau et de l'oxygène, deux des ressources les plus importantes pour soutenir une présence humaine. Cette mission lunaire européenne pourrait se reposer sur les derniers travaux du programme SEEDS de l'ESA. Il réunit chaque année des étudiants en fin de cycle pour travailler sur une thématique particulière de l'exploration spatiale. En 2018, ils ont planché sur un concept d'avant-poste lunaire dédié à la production locale d'ergols. Exactement ce qui nous intéresse. Avoir une source d'ergols sur place, c'est pouvoir quitter la Terre plus léger, et donc décoller avec une fusée un peu moins massive. L'électrolyse de l'eau pourrait fournir l'hydrogène et l'oxygène nécessaires au fonctionnement d'un moteur fusée. On sait depuis peu que le cratère du pôle sud de notre satellite abrite une quantité non négligeable de glace d'eau. En travaillant autour de ces éléments, Ariane Group et l'ESA pourraient bien concocter une mission de première importance pour préparer le retour des hommes sur la Lune. En attendant, Ariane 6 reste au cœur des préoccupations de l'entreprise européenne. À 18 mois du premier vol, Ariane Espace cherche toujours au moins 4 missions supplémentaires avant de lancer la production des 14 premiers lanceurs. L'entreprise s'est donc tournée vers ses clients institutionnels européens. Ces derniers s'étaient engagés en 2014 à avoir recours au nouveau lanceur phare de la firme. Pour le moment, seules 3 missions ont été réservées par les agences et gouvernements du vieux continent. 2 sont réservées à la constellation de navigation Galileo et une pour la mise en orbite d'un satellite espion français CSO-3. Pour accumuler assez de commandes et lancer la production, des solutions sont à l'étude. La mission JUICE dont on parlait récemment pourrait par exemple basculer d'Ariane 5 vers Ariane 6. L'ESA et les gouvernements européens doivent cependant rapidement affirmer leur support au nouveau lanceur de l'écurie Ariane. Un retard dans la production pourrait mettre dans l'embarras les clients commerciaux qui eux attendent Ariane 6 pour 2020.
D'ici là, on va déjà se concentrer sur l'entrée en service de Vega C dans quelques mois. L'occasion de tester le P120 qui sera un composant essentiel d'Ariane 6. En plus de ce tir, Arianespace a 12 lancements commerciaux prévus en 2019. 5 pour Ariane 5, 4 pour Vega et 3 pour Soyouz. Pour son client OneWeb, Arianespace devrait d'ailleurs tirer une de ses Soyouz depuis Baïkonour. On espère donc une année pleine de succès pour les lanceurs européens, avant le rendez-vous crucial de 2020. Voilà, on arrive déjà au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. Comme d'habitude, j'attends vos questions et remarques dans les commentaires. On répondra à certaines d'entre elles dans la vidéo de dimanche. Si vous souhaitez en apprendre plus, vous pouvez consulter les sources qui ont servi à l'écriture de cette vidéo dans la description. Vous y trouverez aussi les liens pour nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur l'actualité spatiale. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.